Existe-t-il une planète semblable à la Terre dans l'univers? Comme beaucoup de monde, tu t'es certainement déjà posé cette question. Depuis plusieurs années maintenant, les astronomes voient au-delà du système solaire et tentent de trouver des réponses à cette question dans d'autres systèmes stellaires. K2-18 est l'un des systèmes stellaires les plus intéressants pour les astrophysiciens en quête d'une vie extraterrestre. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons dans les étoiles pour découvrir un monde unique. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Accroche ta ceinture. Nous partons en voyage vers ce système stellaire fascinant. Au cours de ce voyage, nous allons croiser de nombreux objets captivants de l'univers qui ne se trouvent finalement, au vu de l'immensité de l'espace, pas si loin de nous. Lorsque nous serons arrivés dans le système stellaire K2-18 à plus de 100 années-lumière de là où tu te trouves actuellement, nous observerons son étoile et les deux exoplanètes découvertes jusqu'ici qui gravitent autour. Nous porterons notre attention plus particulièrement sur K2-18b, cette exoplanète qui semble très prometteuse comme deuxième Terre, et nous découvrirons à quoi pourrait bien ressembler la vie sur cette planète étrange si, effectivement, il y a bel et bien une vie extraterrestre sur cette deuxième Terre située à des milliers de milliards de kilomètres de nous. Es-tu prêt à partir à l'exploration du système stellaire K2-18 qui abrite peut-être une exoplanète semblable à la Terre? Nous quittons dès maintenant notre planète en direction de ce système solaire situé à 124 années-lumière de nous. Prépare-toi, le voyage sera long. Profitons de ce voyage à travers les étoiles pour observer de magnifiques objets de l'univers relativement proches de nous. Le système stellaire le plus proche du nôtre a été nommé par les astronomes Alpha Centauri. Nous sommes seulement à 4,3 milliards d'années de la Terre. À l'origine, Alpha Centauri était organisé autour d'une étoile double, le couple stellaire Alpha Centauri AB. Ces deux étoiles ont été nommées par les astronomes Alpha Centauri A, ou Rigil Kentaurus, et Alpha Centauri B, ou Toliman. Aujourd'hui, tu as devant toi un système triple, car le couple stellaire a capturé l'étoile Proxima Centauri, ou Proxima du Centaure, alors qu'elle passait par là. Alpha Centauri A est une étoile de type naine jaune, comme notre Soleil. Mais elle est encore plus grande que le Soleil. 10% plus massive, elle a un rayon 23% plus grand que notre étoile. C'est comme tu peux le voir, l'étoile la plus lumineuse du système triple. Quant à Alpha Centauri B, c'est une naine orange, elle a donc une taille et une masse plus faibles que son étoile compagne, elle est donc logiquement moins lumineuse. Alpha Centauri A et B orbitent ensemble sur une durée de 80 ans, elles sont gravitationnellement liées. La dernière étoile de ce système triple, Proxima Centauri, est l'étoile la plus proche du Soleil depuis 32 000 ans. Elle le restera encore pendant au moins aussi longtemps, mais rappelle-toi que l'univers est constamment en mouvement. Avant elle, une autre étoile a été plus proche de notre Soleil. Et après elle, ce sera encore une autre. Proxima du Centaure est une étoile fascinante. C'est une étoile de type naine rouge, peu massive et peu lumineuse. Elle a une masse 8 fois plus faible et un rayon 6 fois plus petit que celui du Soleil.
Maintenant qu'elle fait partie du système triple d'Alpha Centauri, elle a été nommée Alpha Centauri C par les astronomes. Bien que Proxima Centauri soit liée gravitationnellement au couple stellaire Alpha Centauri AB, tu ne la verras pas depuis la Terre alors que tu peux très bien distinguer le couple Alpha Centauri AB à l'œil nu dans le ciel austral. Ce qui semble logique quand on sait que cette étoile découverte en 1915 seulement a une luminosité de 0,006% seulement de celle du Soleil. Proxima Centauri est entourée de planètes, de la même manière que notre Soleil est entouré des planètes de notre système solaire. L'exoplanète Proxima Centauri B, qui gravite autour de Proxima Centauri, intéresse particulièrement les scientifiques qui la qualifient d'exotère. C'est l'exoplanète la plus proche de nous. En plus, parce qu'elle est située dans la zone tempérée de son étoile, qu'elle est rocheuse comme la Terre et d'une taille comparable à notre planète, rien ne l'empêche d'être habitable. En outre, des observations ont montré la présence de ceintures de poussière contenant des fragments de roche et de glace autour de Proxima Centauri, un peu comme la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper de notre système solaire. Cela pourrait vouloir dire que Proxima du Centaure abrite probablement plus d'une planète. Si l'imagination des scientifiques et des écrivains s'est beaucoup enflammée au sujet du système stellaire Alpha Centauri, nous ne nous y sommes pas encore rendus, car même si Proxima Centauri est l'étoile la plus proche du Soleil, elle reste à plus de 40 000 milliards de kilomètres de nous. Le télescope James Webb, lui-même, ne pourra pas produire d'images de la surface d'étoiles située aussi loin, alors que Proxima du Centaure est la plus proche de nous après le Soleil. Tu me diras que l'on peut envoyer une sonde sur place. Oui, mais avec les technologies actuelles, même une sonde comme Voyager 1 mettrait plus de 70 000 ans à atteindre Alpha du Centaure. Il faudra donc attendre le lancement du futur télescope géant ELT de l'ESO au Chili, aux alentours de 2027, pour en savoir un peu plus sur ce système stellaire. À moins qu'un projet annoncé en 2016, le Breakthrough Starshot, ne voit le jour. Ce projet vise à trouver un moyen de lancer de toutes petites sondes d'1 gramme seulement dans l'espace en les propulsant à l'aide de rayons laser pour leur donner plus de vitesse. Cette technique pourrait leur permettre d'atteindre 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde. Ces petites sondes pourraient ainsi atteindre la Lune en 7 secondes, et le système stellaire Alpha Centauri en 20 ans seulement. Mais même si ces sondes pouvaient voyager jusqu'à Alpha Centauri, leur très petite taille leur permettrait-elle de renvoyer des informations pertinentes jusqu'à la Terre ? Il est vrai que la question du retour des informations recueillies par les sondes était plutôt épineuse. Même si elles voyageaient à la vitesse de la lumière, les informations mettraient 4 ans à nous parvenir depuis Alpha Centauri. Continuons à présent notre voyage dans l'espace pour atteindre l'étoile Sirius, située à 8,6 années-lumière de la Terre dans la constellation du Grand Chien. Sirius A, de son nom scientifique Alpha Canis Majoris, est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne et la 5e étoile la plus proche du système solaire. Tu te demandes sûrement comment tu peux voir aussi bien Sirius depuis la Terre sans même avoir besoin d'un télescope, alors que Proxima du Centaure, la plus proche de nous, après le Soleil, n'est pas visible. C'est tout simplement parce que Sirius est une étoile très massive. Elle est 1,8 fois plus grande que le Soleil et 2,3 fois plus massive. Sa température en surface est estimée à plus de 9600 degrés Celsius. L'étoile Sirius A possède une étoile compagnon beaucoup plus petite, Sirius B. Cette étoile de type naine blanche, qui fait à peu près la taille de la Terre, a une masse équivalente à celle du Soleil. Sirius B a été découverte en 1862, une découverte qui marque d'ailleurs la première dans l'histoire de l'astronomie. Elle est séparée de Sirius A d'une distance de 20 unités astronomiques environ, soit de 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil,
ce qui équivaut à la distance entre le Soleil et Uranus par exemple. Son orbite est elliptique et dure 50 ans. Les deux étoiles Sirius sont donc plus ou moins éloignées selon les années. En 2025, ce sera la plus grande séparation possible entre les deux étoiles. D'ailleurs, Sirius A s'éloigne de nous, certes très lentement. Au XVIIe siècle, l'astronome Edmond Halley a comparé la position de Sirius dans le ciel nocturne par rapport à la position relevée par l'astronome Hipparque au IIe siècle avant notre ère. En 18 siècles, l'étoile s'est déplacée d'environ 30 minutes d'arc, c'est-à-dire la taille de la pleine lune. Cela peut étonner que l'on connaisse déjà l'existence de Sirius à l'époque hellénistique. Ce sont même les Grecs qui lui ont donné son nom. Sirius vient du grec Séros, l'ardente ou la brûlante. Si l'on se penche sur l'histoire de l'astronomie, ce n'est finalement pas si étonnant, car déjà les Babyloniens observaient le ciel 3000 ans avant notre ère. Et Sirius A est tellement brillante qu'on ne peut pas la manquer. Cette étoile a fasciné les peuples au fil des siècles. Dans l'Égypte ancienne, on l'assimilait à la déesse Isis, l'épouse d'Osiris, et l'un des 5 enfants de Nout à la voûte céleste, et Geb était le dieu de la terre. En plus, le lever héliaque de Sirius, c'est-à-dire le moment où elle était la dernière étoile à briller avant le lever du soleil, coïncidait avec le solstice d'été et les crues fertiles du Nil. Il peut être intéressant aussi de savoir que le lever héliaque de Sirius s'est décalé dans le temps. Effectivement, l'axe de rotation de la Terre décrit un cône dans l'espace, en 25 800 ans. En ce moment, l'axe de rotation pointe vers l'étoile polaire qui sert à indiquer le pôle Nord. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au fil des siècles, ce rôle a ainsi été endossé tour à tour par l'étoile Kochab de la Petite Ourse, au temps d'Homère, et par Tuban ou Alpha du Dragon, au temps de la construction des pyramides. Dans 10 000 ans, ce serait l'étoile Vega dans la constellation de la Lyre qui nous indiquera le nord. Avant de continuer notre voyage, voici quelques conseils pour voir l'étoile Sirius la prochaine fois que tu regarderas les étoiles depuis la Terre. L'étoile Sirius est visible pendant tout l'hiver dans la constellation du Grand Chien. On peut la voir depuis n'importe où sur Terre. Si tu te trouves dans l'hémisphère nord, l'étoile fait partie de l'hexagone d'hiver. Pour t'aider à trouver l'étoile la plus brillante, tu peux utiliser les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, appelées aussi les 3 mages. Elles pointent dans la direction de Sirius. Il suffit de tracer une ligne à partir de ces 3 étoiles. Sirius ne devrait pas être difficile à repérer, puisqu'elle est beaucoup plus brillante que les autres. Avec un télescope de 400 mm au moins, tu pourras aussi apercevoir la naine blanche Sirius B. Un dernier conseil. Sirius est plutôt basse dans le ciel. La lumière émise par l'étoile doit donc traverser une grande distance d'atmosphère pour nous parvenir. Les turbulences de l'atmosphère peuvent produire un effet de clignotement. C'est pourquoi, parfois, tu peux avoir l'impression que Sirius clignote un peu comme un avion qui traverserait le ciel. Nous sommes maintenant à 35 années-lumière de notre système solaire. L'exoplanète que tu as devant toi doit te paraître familière. C'est normal, c'est l'exoplanète la plus proche jamais photographiée en prise de vue directe. Et d'ailleurs, l'une des rares exoplanètes jamais prises en photo. Le cliché que tu as sûrement déjà vu a été publié par une équipe de chercheurs de l'Université de Hawaï le 6 juillet 2021 dans la revue The Astrophysical Journal Letter. Coconuts 2b est une géante gazeuse comme Jupiter. Elle orbite autour d'une étoile nommée Coconuts 2a ou L3426. Coconuts 2a est une naine rouge d'une masse équivalente à 1/3 de celle du Soleil, avec une période de rotation rapide de 2,83 jours. Le système stellaire Coconuts 2a est assez jeune et on estime que cette étoile a entre 150 et 800 millions d'années, tout comme l'exoplanète Coconuts 2b. À titre de comparaison, notre Soleil a 4,6 milliards.
Il a été détecté en 2011 par le satellite WISE, puis étudié grâce au programme Coconut, qui permet d'analyser les caractéristiques d'objets célestes et de systèmes stellaires éloignés. En 2011, les données reçues par le satellite WISE laissaient penser que Coconut 2b était un objet céleste dérivant dans l'espace sans orbite particulière. 10 ans plus tard, il a été conclu que l'exoplanète orbite bien autour d'une étoile avec une période orbitale de plus d'1 million d'années, ce qui est énorme. On peut l'expliquer par la grande distance entre cette planète et son étoile, 6471 unités astronomiques, ce qui représente plus de 6000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. D'ailleurs, Coconut 2b étant très éloigné de son étoile, il s'agit d'une planète gazeuse avec une température moyenne de 161 degrés Celsius. Elle effectue une révolution autour de son étoile, et heureusement pour nous, car cette distance nous a permis d'en obtenir une image directe sans que la planète soit noyée par la lumière de son étoile. Autre fait impressionnant, Coconut 2b a une masse 6 fois supérieure à celle de Jupiter. Pour te donner une idée, Jupiter fait déjà 317 fois la masse de la Terre. De quoi donner le vertige. Coconut 2b est d'ailleurs qualifié d'astre extrême tant sa masse est colossale. Les astres extrêmes sont tous les astres dont les caractéristiques sont tellement singulières qu'elles semblent inconcevables. Coconut 2b est ainsi la deuxième exoplanète la plus large découverte à ce jour. Continuons notre voyage vers K2-18, le système stellaire qui pourrait abriter une autre Terre. Nous sommes maintenant à 63 années-lumière de la Terre dans la constellation du Poisson. C'est là que se trouve l'étoile la plus froide de l'univers, WD 0800661b. Les étoiles sont par définition des corps chauds. Elles sont constituées de gaz chaud et, comme un moteur constamment allumé, elles consomment en permanence de l'énergie en émettant de la chaleur. L'astre que tu as devant toi détient le record de l'étoile la plus froide de l'univers. C'est une étoile de type naine brune, qui a une température de surface comprise entre 27 et 80 degrés Celsius, des températures proches de celles de la Terre. Comme tu peux t'en douter, les étoiles froides ne sont pas si courantes dans l'univers. Le Soleil n'est pas l'étoile la plus chaude, et pourtant sa température est de 6000 degrés à sa surface et de 15 millions en son cœur. Il faut dire que les naines brunes sont à peine considérées comme des étoiles. Leur formation est similaire à celle d'une étoile, c'est pour cela qu'on les assimile aux étoiles. Mais elles se trouvent à la limite entre une étoile froide de petite taille et une planète chaude de grande taille. WD 0800661b est 6 à 9 fois plus massive que Jupiter. Catégorisée comme une naine ultra froide car sa température est inférieure à 2400 degrés Celsius, WD 0806661b, de par sa masse, est à la limite avec les planètes supergéantes. Par définition, une étoile doit avoir une masse suffisante pour déclencher la fusion nucléaire de l'hydrogène dans son noyau. La fusion des atomes d'hydrogène au cœur des étoiles libère une grande quantité de chaleur et de lumière, alimentant l'étoile tel un énorme moteur tout au long de sa vie. La masse minimale pour que ce processus se produise est d'environ 80 fois la masse de Jupiter, ou 10% de celle du Soleil. Les planètes n'ont pas une masse assez importante pour déclencher ce genre de réaction. Mais les naines brunes sont de très grosses planètes, entre 10 à 80 fois plus massives que Jupiter. Elles sont ainsi suffisamment massives pour permettre la fusion du deutérium, aussi appelé l'hydrogène lourd, mais pas celle de l'hydrogène. La structure du deutérium facilite sa fusion, malgré la masse relativement faible des naines brunes. Trop grosse pour faire partie de la catégorie des planètes et trop petite pour entrer dans celle des étoiles, les naines brunes forment une catégorie distincte, d'où le surnom d'étoiles ratées.
Mais si les naines brunes sont affublées d'un triste nom, il ne faut pourtant pas en déduire que leur connaissance n'a aucun intérêt. La NASA explique que les naines brunes pourraient occuper une importante partie de la masse de l'univers. Étant donné qu'elles sont peu lumineuses, ce sont peut-être vers elles qu'il faudrait se tourner pour résoudre enfin l'épineux problème de la masse manquante. Une masse dont on soupçonne l'influence, mais que l'on n'est toujours pas parvenu à détecter. Continuons notre route en direction de K2-18b. Nous sommes maintenant à 84 années-lumière de la Terre. As-tu remarqué cette étrange planète sans étoiles qui semble flotter seule dans l'univers? Il s'agit de l'exoplanète PSO J318-522. En 2013, une équipe internationale d'astronomes a annoncé dans la revue Astrophysical Journal Letters avoir découvert un monde solitaire grâce au télescope Pan-STARRS 1 installé près du Haleakala à Hawaï. Une exoplanète gazeuse qui n'orbite autour d'aucune étoile. Est-ce seulement possible? Cette annonce a secoué la communauté scientifique, car jamais un objet flottant librement dans l'espace n'avait été découvert. Le mystère est d'autant plus épais que PSO J318-522 présente pourtant toutes les caractéristiques de jeunes planètes orbitant autour d'autres étoiles, sa masse, sa couleur et son énergie. Les astronomes ont estimé que cette étrange planète appartient à une collection d'étoiles, le Beta Pictoris Moving Group, qui s'est formée il y a 12 millions d'années environ. Elle est donc très jeune à l'échelle de l'univers. Elle est massive puisqu'elle fait 6 fois la masse de Jupiter. C'est pourtant la masse la plus faible jamais observée pour un corps flottant librement. PSO J318-522 a été découverte en 2010 et c'est en 2013 que sa découverte a été confirmée. Les astronomes étudiaient alors des naines brunes, ces objets dont nous avons observé un spécimen juste avant. Le télescope avait été réglé pour détecter la faible lueur rouge des naines brunes et c'est une exoplanète avec un spectre très rouge qui a été découverte. D'ailleurs, les spectres des naines brunes et des géantes gazeuses se ressemblent et la confusion est souvent faite entre ces deux objets célestes. La jeune planète PSO J318-522 a été observée grâce à une méthode d'observation directe. Généralement, les planètes trouvées par détection directe sont difficiles à étudier, car elles se trouvent à côté d'étoiles bien plus brillantes. Mais comme PSO J318-522 ne se trouve pas à proximité d'une étoile, son observation sera facilitée, ce qui pourra donner de nombreuses informations aux scientifiques sur les mécanismes internes des planètes gazeuses géantes. Depuis cette découverte, d'autres exoplanètes solitaires ont été trouvées, notamment CFB-DSIR 2149-0403, découverte en 2012 par une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal et qualifiée d'objet libre de masse planétaire ou de sous-naine brune. Alors comment les astronomes ont-ils expliqué ces planètes errantes depuis ces découvertes au début des années 2010 ? Une théorie affirme que ces planètes auraient été éjectées de leur système d'origine. Il pourrait y avoir à proximité de plus petites planètes, comme la Terre, que les technologies actuelles ne nous permettent pas de déceler. Continuons notre voyage dans l'univers avec une autre exoplanète étrange. TOI 1452b, une exoplanète de type super-Terre que l'on soupçonne d'être une planète océan. Avant toute chose, il faut comprendre le terme de super-Terre. Il désigne une exoplanète qui a une masse comprise entre celle de la Terre et celle d'une planète géante. La masse d'une super-Terre est ainsi comprise entre 1 et 5 fois la masse de la Terre et 10 fois la masse de la Terre. Attention, une super-Terre n'est pas nécessairement une planète qui pourrait abriter la vie. Seule la masse est prise en compte pour qualifier une exoplanète de super-Terre, sans prise en compte des autres conditions nécessaires pour abriter la vie, comme la présence d'eau et la composition de l'atmosphère par exemple. TOI 1402b est donc une super-Terre située à 100 années-lumière de la Terre dans la constellation du Dragon. Elle orbite dans la zone habitable d'une naine rouge située dans un système binaire.
Son étoile est donc plus petite que le Soleil, qui est une naine jaune. Repéré par le télescope TESS de la NASA, TOI 1452b a ensuite été observé à l'aide d'instruments puissants. Ces observations ont montré qu'il pourrait s'agir d'une planète océan, c'est-à-dire une planète recouverte d'une vaste et profonde couche d'eau. TOI 1452b a été repéré grâce à la méthode des transits, qui consiste à mesurer la lumière d'une étoile en quête d'éventuelles baisses de luminosité. Une faible baisse de luminosité à intervalles réguliers est un indice fiable de la présence d'une exoplanète orbitant autour de l'étoile. Car lorsque la planète passe devant son étoile, elle occulte l'astre, ce qui cause cette baisse de luminosité. TOI 1452b passe devant son étoile tous les 11 jours. Les données recueillies puis analysées ont montré que cette planète est environ 70% plus grande que la Terre, avec une masse de 5 fois celle de notre planète. Le système solaire de TOI 1452b est dit binaire, car il comporte 2 étoiles séparées de 97 unités astronomiques, soit 2,5 fois la distance entre le Soleil et Pluton. C'est autour de la plus grosse des 2 étoiles de ce système binaire qu'orbite la planète Océan. Un article paru dans The Astronomical Journal indique que TOI 1452b est une planète rocheuse, mais avec une densité moindre que celle de la Terre. Or, la Terre abrite très peu d'eau au regard de sa masse. Effectivement, l'eau représente moins de 1% de sa masse, contrairement à d'autres astres comme les satellites de Jupiter Ganymède et les satellites de Saturne, Titan et Encelade. L'eau liquide sur ces lunes représente de 16 à 46% du volume total. Il y a plus d'eau liquide à l'intérieur d'Europe, Ganymède et Titan que sur Terre. Les astronomes penchent pour l'hypothèse selon laquelle la relativement faible densité de TOI 1452b serait liée à la présence de beaucoup d'eau. D'autant plus que cette planète n'est ni trop proche ni trop éloignée de son étoile, ce qui permettrait l'apparition d'eau sous forme liquide. D'après les estimations, l'eau pourrait constituer 30% de la masse de TOI 1452b, comme sur les lunes Ganymède et Encelade. Il existe d'autres exoplanètes que l'on qualifie de mondes océans du fait de leur densité. Mais TOI 1452b est définitivement la plus intéressante, car elle est relativement proche de nous. Le télescope James Webb, mis en orbite en décembre 2021, devrait donner encore plus d'informations sur cette planète océan qui ne se situe qu'à 100 années-lumière de la Terre. On pourra ainsi confirmer si, oui ou non, TOI 1452b est une planète océan. Il est temps pour nous de laisser derrière nous cette mystérieuse planète. Nous sommes enfin arrivés dans le système stellaire K2-18. Le chemin a été long, mais tu ne vas pas regretter d'avoir embarqué dans ce voyage en quête de la planète la plus prometteuse pour une forme de vie extraterrestre. Nous sommes à 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion. Le système stellaire K2-18 que tu as devant toi est aussi appelé EPIC 201 912 552. Ce système planétaire s'organise autour d'une naine rouge et il comporte au moins 2 planètes. Une super-Terre chaude dénommée K2-18c et une planète semblable à Neptune, mais plus petite, du nom de K2-18b. L'étoile centrale du système stellaire K2-18 est une naine rouge. Plus petite que le Soleil, elle fait environ un tiers de sa masse. Sa luminosité est seulement de 3% de celle du Soleil. La température de surface de cette naine rouge est de 3220 degrés Celsius, soit 2300 degrés Celsius de moins que le Soleil. Il lui faut environ 39 jours pour effectuer un tour complet sur elle-même, contre 25 jours pour le Soleil à l'équateur et 36 jours au pôle.
L'étoile K2-18 est située à 124 années-lumière de la Terre, ce qui fait de K2-18 un système stellaire relativement proche. Tu t'en es sûrement rendu compte en venant jusqu'ici. Entre le Soleil et la naine rouge K2-18, on estime qu'il n'y a que 15 000 étoiles environ. L'étoile K2-18 est très différente du Soleil, et pas seulement pour des raisons de masse, de température ou de rotation sur elle-même. C'est une naine rouge, une toute autre catégorie d'étoiles que le Soleil qui est une naine jaune. Avant de continuer à explorer le système stellaire K2-18, commençons par examiner cette naine rouge. Les premières naines rouges ont été découvertes au XXe siècle. Proxima du Centaure, que nous avons observé tout à l'heure, a été découverte en 1915, suivie de l'étoile de Barnard, distante de presque 6 années-lumière de notre Soleil. Les naines rouges sont les plus petites des étoiles. Leur masse est comprise entre 8 et 40% de celle du Soleil. Ce sont aussi les étoiles les plus fréquentes. Plus de 75% des étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges, soit 160 milliards sur 300 milliards. D'ailleurs, parmi les étoiles les plus proches, 20 sont des naines rouges. On pense qu'il existe des milliards de super-terres gravitant autour de naines rouges, rien que dans la Voie lactée. Aucune naine rouge n'est visible à l'œil nu depuis la Terre, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas assez lumineuses. Les naines rouges ont en moyenne une luminosité équivalente à 1% de celle du Soleil. Les plus grosses d'entre elles peuvent atteindre 3 à 4% de la luminosité du Soleil, pas plus. Peu massives, les naines rouges ne sont pas très chaudes et leur température est toujours inférieure à 3730 degrés Celsius. D'après les modèles des astrophysiciens et étant donné leurs propriétés physiques, les naines rouges seraient susceptibles de briller de manière relativement constante pendant des centaines de milliards d'années, soit plusieurs dizaines de fois l'âge de l'univers. Toutes les naines rouges que l'on observe actuellement ne sont qu'au début de leur existence. Pendant que certaines, comme la naine rouge Proxima du Centaure, brilleront pendant encore plus de 1000 milliards d'années. Notre Soleil, lui, s'éteindra doucement d'ici 8 milliards d'années, en se transformant en naine blanche. De quoi donner le vertige. Il ne faut pas confondre les naines rouges et les naines blanches, qui sont des cadavres d'étoiles peu massives dont la lumière s'éteint au bout de plusieurs milliards d'années. Pour que ce soit plus clair, je vais te parler du diagramme de Hertzsprung-Russell, qui a été mis au point au début du XXe siècle. Le diagramme de Hertzsprung-Russell classe les étoiles selon leur luminosité absolue. Cette luminosité dépend de plusieurs facteurs, la masse de l'étoile et la température à la surface. Plus une étoile est massive, plus son éclat est fort. Chaque étoile n'a évidemment pas une place figée sur ce diagramme. Rappelle-toi que l'univers et ses objets sont en constante évolution. La masse initiale de l'étoile détermine son placement sur le diagramme, mais aussi son évolution. Il y a ainsi plusieurs groupes d'étoiles. Les étoiles de la séquence principale, les naines blanches, les géantes bleues, les géantes rouges et les supergéantes. Les étoiles vont passer d'un groupe à l'autre au cours de leur évolution. Prenons l'exemple du Soleil. Le Soleil est une naine jaune. Il se situe actuellement dans ce que l'on appelle la séquence principale du diagramme. Les étoiles de la séquence principale sont celles à l'intérieur desquelles l'hydrogène seul est consommé par des réactions nucléaires. La consommation d'hydrogène produit de l'hélium qui, en grande quantité, va entraver les réactions nucléaires au cœur de l'étoile. Lorsque l'étoile a consommé 10 à 20% de son hydrogène total, elle va commencer à s'effondrer. Une réaction de fusion nucléaire se produit et l'étoile va gonfler tout en se refroidissant.
C'est à ce moment-là que, lorsque la baisse de la température se traduit par un décalage vers le rouge, le Soleil va devenir une géante rouge. Au fil des milliards d'années, l'étoile va peu à peu s'éteindre. Lorsque le Soleil aura atteint une température très basse et qu'il ne pourra plus rayonner que la chaleur résiduelle, il deviendra une naine blanche, le stade ultime de l'évolution stellaire, avant de refroidir totalement des milliards d'années plus tard pour se transformer en naine noire. Quant aux naines rouges, elles possèdent une durée de vie plus longue que celle du Soleil. Elles peuvent consommer une plus grande proportion d'hydrogène, car la conversion de l'hydrogène en hélium est très lente. En plus, l'hélium ne s'accumule pas au centre de l'étoile, mais circule à l'intérieur. Les naines rouges ne deviendront jamais des géantes rouges, car elles s'échauffent lentement jusqu'à ce que tout l'hydrogène soit consommé. Depuis le Big Bang, il n'y a pas eu assez de temps pour que l'on puisse observer la séquence terminale d'une naine rouge. Et pourtant, il s'est écoulé environ 13,8 milliards d'années. Le système stellaire K2-18 abrite au moins 2 exoplanètes, K2-18b et K2-18c, qui gravitent autour de l'étoile K2-18. Toutes deux sont plus massives que la Terre. Ce sont des superbes terres rocheuses avec une masse de 7 et 8,6 fois celle de la Terre. La planète la plus proche de l'étoile K2-18 est K2-18c. C'est d'ailleurs en étudiant K2-18b, qui avait été découverte plus tôt en 2015 grâce au satellite américain Kepler, que les chercheurs ont repéré le signal de K2-18 et ont pu découvrir cette exoplanète. K2-18b est en effet celle qui intéresse le plus les astronomes. C'est la plus éloignée de l'étoile K2-18. Elle fait entre 6 et 10 masses de la Terre et son rayon est 2,3 fois plus grand que celui de notre planète. Elle a une période orbitale de 33 jours et une température d'équilibre d'environ -23 degrés Celsius, ce qui est très proche de la température d'équilibre de la Terre de -18 degrés. Pour rappel, la température d'équilibre d'une planète est la température théorique de sa surface en l'absence d'atmosphère. Les astronomes pensent que K2-18b possède toutes les caractéristiques pour posséder de l'eau liquide à sa surface, ce qui la rendrait habitable. Sa densité semble cependant bien trop faible pour qu'il s'agisse d'une planète rocheuse. Soit K2-18b est une planète rocheuse avec de l'eau liquide en surface, soit c'est une planète recouverte d'une épaisse couche de glace. Autrement dit, il s'agit d'une super-Terre de type rocheux entourée d'une petite enveloppe gazeuse ou d'une mini-Neptune de type gazeux essentiellement composée d'eau et recouverte de glace. En tous les cas, K2-18b est constitué en grande partie de constituants dits volatiles, qui forment une enveloppe fluide avec des éléments comme l'hydrogène moléculaire, l'hélium ou l'eau. Comme souvent dans l'observation de l'univers, rien n'est encore certain. Ces deux hypothèses tiennent la route, et seules les observations du télescope James Webb pourront nous en dire plus. Effectivement, le télescope est capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes, comme il l'a prouvé avec l'exoplanète WASP-39b. Je te rappelle que James Webb a démontré la présence de CO2 dans l'atmosphère de WASP-39b, une planète gazeuse et chaude située à 700 années-lumière de nous dans la constellation de la Vierge. Le principe est assez simple. Lorsque l'exoplanète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile va traverser son atmosphère. Les scientifiques pourront alors étudier le spectre de la lumière, notamment les raies d'absorption, des sortes de trous qui sont causés par les gaz que la lumière a traversés avant d'arriver jusqu'à nous. Chaque gaz possède ses propres raies d'absorption. Rien qu'en étudiant le spectre de la lumière de K2-18 traversant l'atmosphère de K2-18b, les astrophysiciens pourront ainsi déterminer quels gaz sont présents et en quelle proportion dans l'atmosphère de cette exoplanète. En tout cas, l'exoplanète K2-18b
est considérée par beaucoup d'astronomes comme l'une des exoplanètes les plus prometteuses pour l'existence d'une forme de vie extraterrestre, bien qu'elle soit distante de plus d'1 milliard de millions de kilomètres de la Terre. Avant de plonger au cœur de cette planète, revoyons les critères auxquels une planète doit répondre selon les scientifiques pour qu'elle soit susceptible d'accueillir la vie. Pendant des décennies, les scientifiques se sont limités à notre système solaire. La recherche de la vie sur Mars ou sur Vénus a fait l'objet de nombreuses observations et explorations spatiales. Dans les années 90, la question de l'existence d'une forme de vie extraterrestre a connu un regain d'intérêt avec la découverte des exoplanètes. Les exoplanètes sont, je te le rappelle, des planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Ce sont donc, pour faire court, toutes les planètes sauf celles de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. L'univers compte des milliards d'exoplanètes, qui se trouvent très loin de notre Terre, parfois à des millions de milliards de kilomètres. La possibilité d'une vie extraterrestre quelque part dans l'univers est donc plus forte que jamais. Depuis la découverte des exoplanètes, les scientifiques se sont attelés à trouver une autre Terre, ou du moins une exoplanète qui réunirait toutes les conditions propices au développement de la vie. Ces critères ont été calqués sur ce que l'on connaît, le développement de la vie sur Terre. Pour qu'une exoplanète soit candidate potentielle à la recherche d'une vie extraterrestre, elle doit donc d'abord être rocheuse, comme la Terre, et non gazeuse, comme Jupiter. Elle doit avoir de l'eau sous forme liquide à sa surface, puisque l'eau est à la base de la vie. Pourquoi sous forme liquide ? Parce que l'eau liquide permet aux molécules de se rencontrer et d'interagir afin de créer la vie. Ce n'est pas le cas de l'eau gelée, par exemple. Trouver une exoplanète qui abrite de l'eau sous forme liquide n'est pas si facile. Il faut que cette planète ait une masse proche de celle de la Terre. Si elle est trop massive, sa gravité va attirer tous les gaz aux alentours, et on aura donc une planète gazeuse. C'est pour cette raison que les planètes les plus massives de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses et non rocheuses. Mais si on se trouve en présence d'une exoplanète trop peu massive, sa gravité sera trop faible pour retenir son atmosphère. Or, la présence d'une atmosphère est un autre critère pour le développement de la vie. Sans atmosphère, l'eau sous forme liquide s'évaporerait instantanément. Pour qu'une exoplanète puisse abriter de l'eau sous forme liquide, elle doit également avoir une température de surface modérée. Ce qui signifie qu'elle ne doit être ni trop chaude, sinon l'eau s'évaporerait, ni trop froide, sinon l'eau gèlerait. Elle doit donc se trouver dans ce que les astronomes appellent la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire la zone où la température permet la présence d'eau sous forme liquide. K2-18b est bel et bien situé dans la zone habitable de son étoile. Ni trop près, ni trop loin. Un peu plus tôt dans ce voyage, nous avons parlé de sa température d'équilibre, qui est de moins 23 degrés Celsius. C'est très proche de la température d'équilibre de la Terre, de moins 18. Concrètement, K2-18b orbite plus près de son étoile que nous du Soleil. Mais n'oublions pas que son étoile est une naine rouge, plus petite et plus froide que notre Soleil, qui est une naine jaune. K2-18b reçoit donc à peu près la même quantité d'énergie que nous recevons du Soleil. D'après les analyses, elle recevrait environ 1500 watts par mètre carré, tandis que nous recevons du Soleil 1370 watts par mètre carré. Cependant, les scientifiques ne s'emballent pas pour autant. Ce n'est pas parce que K2-18b est située dans la zone habitable de son étoile qu'elle est forcément habitée. L'apparition de la vie sur Terre a été le fruit de multiples facteurs, pas seulement d'une température favorable. Il est possible que K2-18b abrite des microbes et bactéries unicellulaires vivants. Mais selon la composition de son atmosphère, elle ne pourrait pas être en mesure d'abriter des créatures plus complexes. C'est ce qui a été établi pour de nombreuses exoplanètes qui ont été découvertes. Elles étaient situées à la bonne distance de leur étoile, dans la zone habitable, mais leur atmosphère saturée de gaz toxiques les rend impropres à l'émergence d'une vie complexe.
Ce qui a convaincu les scientifiques que K2-18b pourrait s'avérer intéressante pour la recherche de la vie extraterrestre, c'est la découverte de vapeur d'eau sur cette exoplanète en 2019. 2 études indépendantes combinant les données des télescopes Kepler, Hubble et Spitzer ont conclu que l'atmosphère de K2-18b contient des quantités importantes de vapeur d'eau, ce qui est inédit pour une exoplanète située dans la zone habitable de son étoile. Autrement dit, c'est la première exoplanète trouvée qui combine le fait de se trouver dans la zone habitable de son étoile et des indices dans son atmosphère de la présence d'eau liquide. Comment les scientifiques ont-ils pu découvrir de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète située à plus de 100 années-lumière de notre planète? La première équipe a utilisé les données de la caméra à large champ du télescope Hubble et a utilisé un algorithme pour traiter les données ainsi recueillies. Elle a ainsi identifié la signature moléculaire de l'eau dans l'atmosphère de K2-18b. La seconde équipe a utilisé des données acquises pendant 3 années par les satellites Hubble, Spitzer et Kepler pour analyser 8 transits de K2-18b devant son étoile. Ils ont notamment observé les spectres de la lumière des étoiles traversant l'atmosphère de la planète lors de ces 8 transits. Ils ont ainsi trouvé que l'atmosphère de K2-18b est riche en hydrogène et en hélium, avec une concentration élevée de vapeur d'eau, probablement entre 20 et 50%. D'après les astrophysiciens, détecter des molécules d'eau est très courant sur les géantes gazeuses comme Jupiter, mais plus rare dans l'atmosphère des planètes rocheuses comme la Terre, surtout lorsqu'elles se situent en zone habitable. Jusqu'à présent, les scientifiques avaient seulement déduit à partir de modèles numériques la présence de molécules d'eau dans l'atmosphère de Proxima b qui gravite autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil que nous avons observée sur notre chemin tout à l'heure. Et c'est tout. La détection directe de molécules d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète rocheuse K2-18b est donc un fait inédit. Surtout qu'il est tout à fait possible que l'eau détectée puisse former des gouttelettes de pluie, voire même un océan à la surface de K2-18b. Pour rappel, de l'eau avait déjà été détectée dans des exoplanètes, mais celle-ci ne se situait pas en zone habitable. C'est le cas par exemple de HD 209-458b, WASP 12b, WASP 17b et WASP 19b. Les astrophysiciens ont rappelé que la présence d'eau dans l'atmosphère de K2-18b ne signifie pas nécessairement qu'elle est habitée ou même habitable. De nombreuses questions restent encore en suspens, notamment la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère et si celle-ci est accompagnée de traces de chimie organique comme l'oxygène et l'ozone. Tout ce que l'on sait, c'est que comme la Terre et Vénus, K2-18b est probablement composée de silicates en tant que planète rocheuse et que l'eau n'y est peut-être pas présente sous forme liquide, mais sous forme de glace. Les scientifiques attendent beaucoup de l'observation de K2-18b avec le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021. Plus performant que Hubble, il pourra peut-être nous en dire plus sur la composition précise de l'atmosphère de K2-18b. Si ces découvertes ont emballé une grande partie de la communauté scientifique, il reste quelques zones d'ombre. Tout d'abord, K2-18b fait entre 6 et 10 fois la masse de la Terre, avec un rayon de 2,3, celui de la Terre. Avec ce rayon, sa densité paraît bien trop faible pour qu'il s'agisse d'une planète rocheuse. Si K2-18b est bel et bien rocheuse, alors elle serait composée en grande partie de constituants dits volatiles qui formeraient une enveloppe fluide comme l'hydrogène moléculaire, l'hélium et l'eau. C'est pourquoi on qualifie souvent K2-18b de mini-Neptune. En effet, Neptune n'a pas de surface solide. Elle est en fait composée d'un noyau solide recouvert d'une couche chaude et dense d'eau et d'ammoniac liquide. Et son atmosphère est constituée d'hydrogène et d'hélium. En plus, pour que l'eau soit présente sous forme liquide sur K2-18b, il faudrait que d'autres facteurs soient réunis. La présence de molécules d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète ne signifie pas qu'elle y est présente sous forme liquide. Elle pourrait très bien être sous forme de glace. Pour s'assurer que l'eau présente à la surface de K2-18b est bien liquide, il faudrait vérifier la teneur en eau de la planète, la composition de l'atmosphère, la rotation de la planète
l'existence ou non d'une surface solide. On ne sait donc toujours pas si K2-18b ressemble à une super-Terre ou à une mini-Neptune qui serait inhospitalière. Certains scénarios en font même une planète océan avec de l'eau liquide sous l'atmosphère et des conditions de température et de pression proches de celles de nos océans sur Terre. Il y a encore autre chose. Est-ce que K2-18b est vraiment situé dans la zone habitable de son étoile? On a tendance à se baser sur ce que l'on connaît. Donc, en comparant K2-18b et la Terre, notamment leur température d'équilibre, il semble que oui. Mais n'oublions pas que K2-18 est une naine rouge très différente du Soleil qui est une naine jaune. Le spectre de K2-18 est plus efficace pour chauffer une atmosphère que celui du Soleil. Si l'on plaçait la Terre au même endroit que K2-18b, il y a fort à parier que des océans s'évaporeraient. Au lieu de réfléchir 30% de l'énergie incidente, la Terre en réfléchirait 10% seulement. Pour que K2-18b soit habitable, il faudrait qu'elle soit en rotation synchrone avec son étoile, c'est-à-dire qu'elle montre toujours la même face à K2-18, ce qui permettrait à des nuages de se former sur la moitié exposée. Cela donnerait un climat habitable. Ces questions sont toujours l'objet d'études pour les astrophysiciens qui attendent beaucoup de télescopes plus puissants comme James Webb pour confirmer ou infirmer leurs hypothèses. Les observations de James Webb pourraient aussi nous éclairer sur la différence entre méthane et vapeur d'eau qui reste floue. Récemment, une étude menée par des chercheurs du LESIA a montré que l'absorption observée par Hubble lors des 8 transits de la planète devant son étoile pourrait en fait être due au méthane. On trouve justement du méthane en abondance dans l'atmosphère des mini-Neptunes tempérées. Le méthane est certes moins abondant que la vapeur d'eau, mais il n'en reste pas moins que les deux peuvent être aisément confondus. Les instruments embarqués par James Webb pourront probablement nous en dire plus. Supposons que K2-18b abrite bel et bien la vie. Tu te demandes alors à quoi ressemblerait la vie sur cette planète, située à des milliers de milliards de kilomètres de nous. La notion de zone habitable reste très relative. Par définition, il s'agit, comme tu le sais, de la distance à laquelle une planète, par rapport à son étoile, pourrait potentiellement abriter de l'eau liquide à sa surface. La distance varie donc en fonction du rayonnement de l'étoile. Pour une naine rouge, la zone d'habitabilité est plus proche que pour une naine jaune, comme le Soleil, car une naine rouge est plus froide, plus petite et moins lumineuse qu'une naine jaune. K2-18b est donc situé plus près de son étoile que nous le sommes du Soleil. Au vu de cette proximité, il y a de fortes chances que K2-18b soit en rotation synchrone avec son étoile. Sur cette planète, il n'y aurait donc pas de nuit ni de saison. Les êtres vivants seraient regroupés sur la face diurne, celle qui est toujours face au Soleil, tandis que la face nocturne, trop froide, serait inhabitée. La naine rouge, comme son nom l'indique, émet un rayonnement rouge, contrairement à notre Soleil qui émet un rayonnement jaune. Les êtres vivants sur K2-18b verraient donc dans le ciel une étoile rouge, avec un disque certainement plus gros que le disque solaire, puisque K2-18b est plus proche de son étoile que nous le sommes du Soleil. La gravité sur K2-18b est 37% plus importante que sur Terre. Ainsi, le développement de la vie sur cette planète se serait adapté à cette forte gravité, donnant des formes de végétaux et d'animaux bien plus imposants de ce que nous pouvons connaître ici sur Terre. Les êtres vivants auraient donc plus de force comparé à chez nous, et auraient donc besoin de plus d'énergie pour s'alimenter. Évidemment, on ne trouverait pas les mêmes plantes sur cette planète. Des études ont montré que les plantes sont bel et bien sensibles au rouge du spectre lumineux, car elles possèdent un photorécepteur de la lumière rouge, un pigment bleu-vert nommé phytochrome, et que l'on trouve dans les cellules végétales. Les plantes cultivées sous lumière rouge sont plus grosses et plus hautes, avec de nombreuses branches. Un rayonnement rouge pourrait aussi influencer la couleur et la saveur des plantes. Au lieu d'être vertes, les plantes de K2-18b
serait noir, afin de mieux absorber la lumière de l'étoile K2-18. Les naines rouges sont connues pour leurs fréquentes éruptions violentes. Le Soleil a lui aussi des éruptions, mais beaucoup moins violentes que celles des naines rouges. Nous sommes également protégés par le champ magnétique terrestre. Par contre, les éruptions des naines rouges seraient capables de déchirer l'atmosphère des planètes alentours. Surtout que les planètes habitables autour des naines rouges sont beaucoup plus proches de leur étoile que les planètes habitables autour d'une naine jaune comme la Terre. Donc, même des éruptions semblables à celles de notre Soleil pourraient affecter davantage des planètes comme K2-18b. Les chercheurs se sont alors demandé si, en raison de ces éruptions fréquentes, les exoplanètes situées autour de naines rouges ne seraient pas trop hostiles pour le développement de la vie. Non seulement une seule éruption de la naine rouge K2-18 pourrait abîmer l'atmosphère de K2-18b, mais en plus, d'après certains chercheurs, il pourrait y avoir un effet cumulatif. Autrement dit, plus il y aurait d'éruptions, plus l'atmosphère se déchirerait. Ainsi, même les faibles éruptions qui semblent les plus fréquentes présenteraient un danger. Tout dépend cependant de la composition de l'atmosphère, que les scientifiques n'ont pas encore pu déterminer avec précision en ce qui concerne K2-18b. Il pourrait ainsi être difficile de trouver des terres habitables autour de naines rouges. Effectivement, une planète de masse équivalente à la nôtre ou supérieure a de grandes chances de conserver tout au long de son évolution, à cause de sa gravité, une atmosphère épaisse. Aussi, dans ces conditions où l'effet de serre est énorme, la possibilité que de l'eau puisse demeurer à l'état liquide s'évapore. Mais tout n'est pas perdu. Pour les chercheurs, les conditions d'une forme de vie seraient plus propices à la surface de mondes moins massifs que la Terre. Des planètes semblables à Mars, appelées exomars, qui ne retiennent pas bien leur atmosphère, pourraient être de bonnes candidates. La bonne nouvelle est que ces petites boules de roche sont sans doute beaucoup plus nombreuses que les planètes plus grosses et plus massives. Si la vie était possible sur K2-18b, l'espérance de vie d'une espèce pourrait être bien plus grande que celle des espèces sur Terre. Car les naines rouges évoluent très lentement, bien plus lentement que notre Soleil, qui finira par se transformer en géante rouge, engloutissant la Terre dans environ 5 milliards d'années. Une naine rouge laisse donc bien plus de temps qu'une naine jaune pour que la vie puisse se développer sur les planètes qui gravitent autour. Pour le moment, les dernières données suggèrent que la vapeur d'eau représente entre 0,01% et 50% de l'atmosphère de K2-18b. Avec une fourchette aussi large, il est difficile de caractériser l'exoplanète. Elle pourrait être complètement recouverte d'eau, ou au contraire être un monde semblable au nôtre avec des lacs et des océans avec de nombreuses terres exposées. Et si K2-18b était une planète océan? Si c'était le cas, la planète abriterait des espèces aquatiques, sûrement différentes de celles que l'on retrouve dans nos océans. Cet océan extraterrestre pourrait être profond et dense, de telle manière à ce que même des températures élevées, la pression transformerait l'eau des profondeurs en glace. Les immenses pressions dans ces régions profondes des océans pourraient conduire à la formation d'un manteau de formes exotiques de glace. Cette glace ne serait pas nécessairement aussi froide que la glace conventionnelle. Si la planète est suffisamment proche de son étoile, comme c'est le cas avec K2-18b, et que la température et la pression à sa surface sont suffisamment élevées pour que l'eau atteigne son point d'ébullition, l'eau deviendrait alors un fluide supercritique et n'aurait pas de surface bien définie. Mais au regard des dernières données, la température de surface sur cette planète est comprise entre -73 et +47 degrés Celsius. Même si la température est encore incertaine, elle n'est pas suffisamment élevée pour que l'eau atteigne le point d'ébullition. Si K2-18b est effectivement dominé par l'eau,
l'atmosphère peut être beaucoup plus épaisse que celle de la Terre et composée en grande partie de vapeur d'eau, produisant un effet de serre très fort. Le problème ? Une telle planète devrait être suffisamment petite pour ne pas pouvoir retenir une enveloppe trop épaisse d'hydrogène et d'hélium. Sinon, elle formerait plutôt une version plus chaude d'une géante de glace comme Uranus et Neptune, rendant toute forme de vie impossible. Or, K2-18b est une super-Terre et pourrait tout à fait avoir évolué comme une Neptune chaude. Mais sa proximité avec son étoile centrale pourrait la sauver. Effectivement, comme K2-18b est suffisamment proche de son étoile, elle pourrait être dépouillée de ses éléments légers par les éruptions solaires de la naine rouge, empêchant ainsi la formation d'une épaisse atmosphère. Il pourrait donc bien y avoir des océans stables sur K2-18b. Même si les océans de K2-18b sont de composition différente aux nôtres, cela ne veut pas dire que la vie y serait impossible, au contraire. Ce serait simplement une autre forme de vie. Nous avons bien trouvé sur Terre des organismes capables de se développer dans la mer morte. Le tardigrade est un bon exemple d'espèce animale ultra résistante. 1 millier de tardigrades ont d'ailleurs été envoyés sur la Lune par l'intermédiaire d'une sonde spatiale en 2019, et depuis, ces animaux survivent parfaitement bien dans cet environnement inhospitalier. Le tardigrade est un animal à 8 pattes, qui mesure seulement 1 mm et qui peut résister à des environnements extrêmes. Il survit ainsi à des températures comprises entre moins 273 degrés Celsius et 340 degrés Celsius. Il est 11 000 fois plus résistant que l'homme aux rayons X, il survit à des pressions 4 fois supérieures à la pression du plus profond de l'océan, mais aussi au manque d'oxygène, à la déshydratation, à l'alcool, aux produits toxiques. En plus, il peut se reproduire seul. Pour s'adapter de cette manière à des environnements aussi extrêmes, il change son mode de fonctionnement et a notamment recours à la cryptobiose, un état dans lequel il est presque mort. Il se recroqueville, se vide de son eau qu'il remplace par un sucre et réduit son processus métabolique jusqu'à 0,01% de la normale. Il peut se réhydrater et se réveiller des décennies plus tard. Hors cryptobiose, sa durée de vie est de 1 à 3 ans. On pourrait donc trouver des animaux ultra résistants sur K2-18b, qu'elle soit une planète océan ou une planète rocheuse, qui résisterait aux éruptions solaires, voire peut-être aux températures et au manque de luminosité de la partie nocturne. L'exemple du tardigrade montre qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités des espèces animales. Supposons maintenant que K2-18b puisse abriter la vie et qu'il y ait des extraterrestres sur cette exoplanète. Après tout, pourquoi pas? Et si c'était le cas, pourrait-on communiquer avec? Le projet participatif STIA Beyond, qui a vu le jour en Ouzbékistan, a pour projet d'envoyer des pistes musicales aux extraterrestres. L'objectif est de transformer une sélection de musique locale et internationale en code binaire pour pouvoir l'envoyer dans l'espace via une station de radio satellite du Royaume-Uni afin d'atteindre K2-18b, la meilleure candidate à ce jour pour la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, bien que K2-18b ne soit pourtant pas l'exoplanète la plus éloignée de nous, il faudrait attendre 124 ans pour que les extraterrestres réceptionnent le message. La réponse n'arriverait donc au plus tôt que dans 248 ans. Ce projet est l'occasion de se poser de nombreuses questions. Que fera-t-on si l'on entre en contact avec les extraterrestres? Comment communiquera-t-on?
Et surtout, comment fera-t-on pour se comprendre puisqu'ils ne parleront pas notre langue? Cela renvoie aussi à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Une question que les astronomes se posent depuis des siècles et à laquelle nous ne sommes toujours pas prêts de trouver une réponse. Alors, K2-18b abrite-t-elle la vie? Si elle abrite la vie, s'agit-il d'une civilisation extraterrestre avancée avec laquelle on pourra entrer en contact, d'animaux terrestres ou aquatiques dont on ne soupçonne pas l'existence, ou encore d'une vie végétale ou bactérienne? Les questions au sujet de cette exoplanète plus massive que la Terre, mais qui lui ressemble beaucoup, restent nombreuses. Les astrophysiciens nourrissent l'espoir d'en savoir plus grâce aux télescopes très avancés qui ont récemment été déployés, notamment James Webb, qui embarque de puissants instruments permettant de voir dans l'infrarouge moyen et lointain. En tout cas, tu sais maintenant que même s'il n'existe probablement pas de planète exactement semblable à la Terre dans l'univers, il existe des planètes qui sont similaires sur certains points et pourraient peut-être abriter ou avoir abrité la vie. K2-18b en fait partie, et c'est l'une des exoplanètes en laquelle les astronomes placent le plus d'espoir, du moins jusqu'à la prochaine découverte.